Maroc, mais aussi en Turquie et au Niger, les migrants du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne sont freinés par des frontières de plus en plus étanches. L'Union européenne pratique ce qu'on appelle la stratégie d'externalisation de ses politiques migratoires. Avec quelles conséquences? On va en parler dans quelques secondes avec Luna Vives, mais avant, le tour de la situation. La question migratoire défraie la chronique dans le monde entier depuis que le conflit syrien a fait fuir des millions de migrants vers le nord. Perçu par les Européens comme une crise humanitaire sans précédent, cet exode a provoqué le renforcement des frontières de l'Union européenne. Le nombre de migrants qui arrivent d'Afrique par la Méditerranée centrale et par la Libye est en augmentation. Nous avons, depuis le début de l'année 2017, plus 50% d'arrivées comparé à la même période en 2016. En 2019, selon l'Organisation internationale des migrations, près de 130 000 personnes ont tenté de traverser la mer Méditerranée. La plupart de ces migrants arrivent d'Afrique subsaharienne et transitent par plusieurs pays avant de rejoindre les côtes méditerranéennes. Il n'est pas possible d'attendre des jours et des semaines à bord avec plusieurs centaines de personnes qui sont dans un état de détresse physique et psychologique très importante après avoir vécu ce qu'ils ont vécu en Libye. En amont du parcours migratoire, la Libye et le Niger reçoivent des programmes d'aide au retour financés par les Européens pour freiner le passage des migrants d'Afrique subsaharienne qui transitent notamment par la ville d'Agadez. Dans ce contexte, les pays du nord de l'Afrique sont le terrain du chassé-croisé entre les aspirants à la traversée de la Méditerranée et ceux qui reviennent déçus. Depuis le mois de septembre 2019, plusieurs pays, dont le Maroc, ont décidé de devenir des pays d'accueil plutôt que des espaces de transit vers l'Union européenne. Alors, pour parler de la question migratoire, nous avons avec nous Luna Vives, qui est professeure adjointe au département de géographie de l'Université de Montréal et chercheure au Cerium. Bonjour, Madame Vives. Bonjour. Alors, ma première question pour vous, comment l'Europe s'y prend-elle pour traiter ses frontières? Bon, on définit l'externalisation comme l'ensemble des processus qui vont permettre aux pays de l'Union européenne à intégrer les territoires au-delà de leurs frontières dans leur politique des contrôles migratoires et frontaliers. Donc, c'est une stratégie, un phénomène assez complexe qui fait partie d'un dispositif beaucoup plus large qui va intégrer aussi la déportation, la réadmission des migrants, détention des migrants, militarisation de la frontière. Donc, comment est-ce qu'on peut motiver les pays d'origine et de transit à collaborer avec l'Union européenne? Bon, on peut faire un transfert direct des ressources, d'équipements. On peut former les gardes frontaliers, les forces de sécurité des États, mais on peut aussi négocier, faire une négociation plus large où on va négocier en même temps la réadmission des migrants, les contrôles sur les territoires, mais aussi des choses comme les ententes commerciales et les accords migratoires entre les deux pays. Est-ce qu'on pourrait en parler notamment peut-être d'un exemple concret comme le Niger? Comment ça fonctionne, donc, l'externalisation avec le Niger? C'est quand même assez loin des frontières européennes. Effectivement, le Niger est plus de 3000 kilomètres de la frontière physique de l'Europe. Mais le Niger est un exemple qui est un peu moins, disons, élaboré. La collaboration est moins ancienne. Donc, je peux vous donner aussi l'exemple de le Sénégal. Le Sénégal est un des partenaires de l'Espagne et de l'Union européenne par extension. Donc là, depuis l'année 2006, on a eu des accords de coopération. Donc, par exemple, en 2005, on a arrivé à motiver les gouvernements sénégalais à passer une loi contre les passages des migrants. Ce n'est pas un problème pour le Sénégal, les transits, l'utilisation de son territoire pour aller vers l'Espagne, ce n'est pas un problème pour eux. Mais l'Espagne a fait un transfert de plus de 10 millions d'euros pour en aide au développement qui a fait partie de la même négociation. En même temps, le Sénégal a accepté d'avoir la Guardia Civil, qui est un peu les gardes des frontières en Espagne, d'avoir des bateaux de
la Guardia Civile dans les ports de Dakar. Donc, on peut voir que la collaboration est vraiment étroite. Moi, j'étais là, j'ai fait mon terrain là, je fais des entretiens en espagnol parce que les gardes frontaliers sénégalais avaient suivi tellement de formations données par le gouvernement espagnol qu'ils parlaient déjà espagnol. Mais quel impact ça a pour les migrants, justement, qui arrivent et qui tout à coup tombent sur un mur bien avant celui qu'ils attendaient? Oui, non, il faut être très clair, l'externalisation n'arrête pas la migration. L'externalisation va faire de sorte que les migrants vont devoir se cacher, qu'ils vont devoir passer les frontières, traverser un territoire très large en se cachant. Et pour ça, ils vont devoir payer les passeurs, les trafiquants, finalement. Donc, l'externalisation n'arrête pas la migration, mais elle va rendre les migrants beaucoup plus vulnérables. Aussi, l'externalisation va profiter les compagnies militaires et de sécurité qui vont vendre toutes les technologies, tout l'équipement qui va permettre précisément d'élargir la frontière jusqu'au Niger. Vous parlez donc de vulnérabilité. Ouais. On peut notamment se rappeler de l'histoire de la Libye, où carrément, en fait, on parlait même de trafic d'esclaves, des migrants qui sont vendus sur un marché d'esclaves. Cette histoire-là avait fait pas mal de bruit. Est-ce que ça a fait que les États ont reculé sur ce genre de pratiques-là, ou au contraire, on est toujours dans cette dynamique-là? On les cache plus. Donc, on n'a changé pas des dynamiques. Et ça, c'était clair. Là, l'Union européenne et l'Italie faisaient des transferts d'argent directement sur les mains des trafiquants. Donc, les mêmes personnes qui mettaient les migrants dans les prisons et qui les vendaient comme esclaves étaient les gens qui recevaient l'argent de l'Union européenne, de l'Italie. Donc, quand cette situation a été reconnue, surtout à cause des travaux des médias, des journalistes, l'Union européenne l'a simplement caché un peu plus loin, mais on n'a pas arrêté d'affaire. On sait aussi qu'avec la Turquie, donc l'Union européenne a promis des milliards de dollars. Avec le Niger, si je ne me trompe pas, on est plus dans les centaines de millions de dollars. Tout ça, ça coûte excessivement cher. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre approche qui permettrait à l'Europe de plutôt se munir d'un système d'immigration en bonne et due forme en utilisant ces ressources-là? Est-ce que ça ne serait pas une meilleure utilisation des ressources? Effectivement, on parle de beaucoup d'argent. Seulement en 2018-2019, le Maroc a reçu 180 millions d'euros pour collaborer dans les contrôles frontaliers. Donc, on parle de beaucoup d'argent qu'on va transférer vers les pays qui n'ont pas la capacité ou même la volonté politique de protéger les droits des personnes qui traversent leur territoire. Donc, est-ce qu'il y a une autre façon? Oui. Il faut savoir aussi que la collaboration transnationale n'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'externalisation, l'infrastructure qu'on a créée pour externaliser les frontières, on pourrait l'utiliser pour améliorer les conditions de vie des personnes qui habitent dans ces pays. Donc, on pourrait utiliser cette infrastructure pour faire de bonnes choses. Mais par contre, le problème, c'est comment on fait l'externalisation. Maintenant, on transfère l'argent, l'équipement aux pays de transit d'origine des migrants, aux compagnies militaires et de sécurité, et on ne pose pas des questions. Et ça, c'est le problème. Qui ont vraiment la façon la plus facile d'arrêter la migration non désirée, c'est de faire des violations systématiques des droits des personnes. Et c'est ça que les pays qui collaborent avec l'Union européenne font, parce que c'est la façon la plus facile d'avoir cet argent. Et donc, l'année passée, on se rappelle, l'Union européenne a mis de l'avant, pas l'Union européenne, pardon, les Nations unies ont mis de l'avant 2 traités, un sur la migration économique et un sur les réfugiés. On voit que c'est difficile, la ratification, mais est-ce que la communauté internationale fait quelque chose en ce moment pour changer la donne? La communauté internationale fait des choses, les pays impliqués font des choses et les citoyens font des choses. On peut dire qu'il y a une résistance parce qu'on comprend qu'on ne peut pas vraiment payer pour faire une violation systématique
des droits de la personne. On peut voir, on a vu des photos des enfants. Les enfants sont une partie très importante de ces flux migratoires. Et on comprend qu'on ne peut pas les mettre en détention, qu'on ne peut pas les laisser noyer en mer. Donc, les Global Compact, les deux, pour la migration et pour les réfugiés, fait partie de ces initiatives, mais c'est vrai que les textes étaient fantastiques et ça, les deux compacts allaient dans la direction de créer une infrastructure transnationale, globale, pour mieux gérer la migration. Mais le problème, c'est que les pays sont très réticents à laisser partir cette partie de leur souveraineté. C'est pour ça que les négociations ont été très difficiles et finalement, on dirait que les compacts n'ont pas vraiment arrivé à faire des choses intéressantes, mais c'était ça la volonté. C'était de vraiment amener précisément la migration non désirée, de la faire plus visible pour mieux la gérer, pour mieux protéger les personnes qui font partie. On a parlé donc de la pratique d'externalisation par l'Union européenne. Est-ce qu'on voit le même genre de phénomène aux États-Unis, au Canada? Aux États-Unis, définitivement. Et ils sont arrivés, les États-Unis et les pays de l'Union européenne ont commencé à externaliser leurs frontières plus ou moins en même temps dans les années 90. On parle des types différents d'externalisation, mais quand même, on parle embaucher finalement les pays de transit, les pays d'origine pour qu'ils fassent les contrôles frontaliers, les contrôles migratoires. Donc, dans ces deux cas, oui, et on peut même parler de l'Australie. Le Canada, par contre, est dans une situation un peu différente parce que les États-Unis, comme l'Australie, comme l'Union européenne, sont plus proches des pays d'origine et des transits, des migrations non désirées. Au Canada, on a les océans et on a les États-Unis qui ont été historiquement, notre grande frontière. C'est avec Trump, avec l'arrivée des présidents Trump aux États-Unis, il a commencé à enlever des protections pour les groupes comme les Haïtiennes, par exemple, les gens du Salvador. Et c'est là que le gouvernement canadien a commencé à penser comment on peut agir avant que les migrants arrivent à la frontière. Mais on parle tout à fait d'une forme d'externalisation qui est difficile à comparer avec ce qu'on trouve en Europe. Merci beaucoup, Madame Vives. Merci beaucoup.